Yo! Bonjour et bienvenue au 5e épisode du podcast Un café avec ton courtier. On a un commanditaire, c'est tout nouveau, c'est les cafés B-Fast. C'est une compagnie de café qui est basée à Sainte-Adèle, donc c'est local. Vous pouvez aller sur leur site web et commander des cafés. Et donc, ils ont commandité le podcast de cette semaine où est-ce qu'on a invité Ève Lamoureux, planificatrice financière et ex-olympienne. On a eu des discussions super intéressantes sur l'argent, évidemment, mais aussi sur la manœuvre Smith, sur les inquiétudes, les anxiétés des emprunteurs ou des consommateurs canadiens et québécois présentement qui vont rencontrer un planificateur financier. On a parlé de son approche un tout petit peu. Donc, une rencontre vraiment très enrichissante. Donc, je vous invite vraiment à écouter ça. Vous allez voir, c'est intéressant. Caro, part le jingle. Yo! Ève, merci d'être ici avec nous. C'est la première fois, je suis un peu excité, c'est la première fois que j'ai une planificatrice financière qui vient à notre podcast. Donc, bienvenue et merci beaucoup. Dis-moi, c'est quoi une rencontre avec un planificateur financier ou une planificatrice financière? C'est quoi ton approche, dans le fond? Comment tu parles avec tes clients? Bien, en fait, c'est vraiment une approche conseil. Donc, le planificateur financier, c'est le seul conseiller en finance qui est apte à charger des honoraires pour ses conseils. Donc, un peu comme si tu vas voir un fiscaliste, il va te conseiller puis il va te charger de l'heure. Versus, il y a d'autres conseillers, ben eux, ils vont se rémunérer à la vente de produits. Donc, on a vraiment une approche conseil. C'est sûr qu'on vend aussi des produits, mais à la base, les clients viennent nous voir pour avoir une approche globale. Donc, tout ce qui est succession, fiscalité, évidemment, l'analyse de la retraite, mais vraiment de pousser chaque domaine un petit peu plus loin. Je pense que c'est ça ma force, là, d'aller dans le détail puis d'englober toutes les domaines de la finance là, en un seul rendez-vous. C'est intéressant ça, puis tu l'as dit directement en entrée de jeu parce qu'on a parlé évidemment avant qu'on mettre la switch à on pour filmer, mais puis j'avais pas réalisé ça. Où est-ce que tu peux... Donc, quelqu'un pourrait dire, moi, je veux investir par moi-même, j'aime ça, c'est une petite passion, mais j'ai besoin de plus d'expertise. Fait que tu pourrais faire cet exercice-là avec lui, être là seulement en mode conseil, chargé à l'heure. Exactement. Donc, c'est vraiment une approche différente que des fois, les gens vont dire, ben j'ai déjà mon conseiller, je suis satisfait, mais j'ai des doutes. J'aimerais ça, je te trouve sharp, j'aimerais ça avoir ton avis. Et puis, c'est quelque chose qui est pas trop intrusif pour le client parce que on le rencontre, puis pas obligé de dire, OK, je transfère tous mes actifs avec toi. Donc, c'est une approche plus soft que les gens apprécient beaucoup. Puis des fois, ils ont besoin un peu de goûter avant d'acheter. Fait que ça leur permet d'avoir là, plusieurs options, là, finalement. Donc, oui. Ce que j'aime de la planification financière, évidemment, puis on le voit bien quand on veut s'inscrire au cours, là, parce qu'il y a vraiment des modules ou des cours qui sont... C'est très large dans la finance. Tu as parlé là, rapidement de succession, planification de la retraite. Donc, vous touchez vraiment à plusieurs domaines de la finance. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a 6 situations qui peuvent être observées. Donc, même la situation financière et familiale, situation personnelle et familiale, excuse-moi. Donc, les gens qui veulent avoir des enfants, se divorcer, se marier, il y a des implications qui, évidemment, on n'est pas juriste, mais on est comme un médecin généraliste. Fait que là, on va voir toutes sortes de drapeaux rouges s'allumer et puis on peut rediriger vers les spécialistes comme notaire, avocat, fiscaliste. Donc, le planificateur, c'est celui qui est comme le chef d'orchestre pour le client au niveau de ses finances. Okay. Puis là, toi, tu es chez Apogea, cabinet financier. Oui, exact. Mais ça fait pas très longtemps, ou en tout cas, tu as une situation particulière. Explique-moi comment tu t'es rendu là. Oui, bien, j'ai commencé dans le monde des finances à mon compte en 2012. J'ai acquis plusieurs permis de travail là, à mon arc. Donc là, on commence par conseillère en sécurité financière, j'ai assurance collective, régime de retraite, les fonds mutuels, puis en dernier lieu, là, le planificateur financier. J'ai grandi dans la maison de IA Groupe Financier, qui est le réseau de carrière, donc vraiment le réseau de distribution de vente au Québec. Et puis, il y a quelques temps, un de mes partenaires, il a négocié avec Industrielle Alliance pour qu'on ait un nouveau modèle d'affaires pour qu'on puisse grossir davantage par acquisition. Okay. Puis, à l'intérieur de IA Groupe Financier, c'était moins facile de grossir comme cela, d'aller chercher des courtiers à l'externe indépendants. Donc là, il a réussi son pari. Donc, on a réussi à sortir par la porte d'en avant. On est maintenant ce qu'on appelle un réseau dédié. On est des courtiers indépendants chez Omnia Groupe Financier. Je tiens à rassurer tous mes clients que je reste en poste. Donc, il n'y a rien de changé pour eux. Mais mon cabinet, qui est Apogea Cabinet Financier, est maintenant rattaché à Omnia Groupe Financier. Et on développe beaucoup par l'achat de clientèle maintenant, ce qui est un très beau défi. Parce que le métier de conseiller financier ou de planificateur financier, comparativement au courtage hypothécaire, je pense que c'est un métier qui est beaucoup plus vieux, dans le sens que ça existe depuis plus longtemps. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de conseillers financiers
qui sont plus âgés, là, puis qui arrivent, ils ont commencé à 30 ans, sont rendus à 60, sont sur le bord de la retraite, puis en acquisition, ça peut être acquérir peut-être des courtiers, mais ça doit pouvoir être acquérir des portefeuilles, des fois aussi. Là. Fait que j'imagine que ça existe beaucoup, ça. C'est vraiment d'actualité. Donc, un peu comme les baby boomers arrivent beaucoup à la retraite, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup, quand on va dans des rencontres de peu importe fidélité, ils nous font un masterclass sur qu'est-ce qui arrive avec l'économie, c'est beaucoup des têtes grises. Ouais. Et c'est beaucoup des hommes aussi. Oui, évidemment. Donc là, les femmes sont de plus en plus nombreuses, mais quand même beaucoup plus jeunes. Donc là, ces messieurs-là, on peut dire qu'ils ont la tête grise. Des fois, ils n'ont pas préparé leur relève parce que la vie va vite, parce que la job se fait bien, parce que quand tu es conseiller depuis 20-30 ans, c'est rendu tes chums, tes amis, ouais. Mais ils sont pas à l'abri qu'il pourrait arriver une invalidité, un accident, quelque chose. Et là, tous ces clients-là se retrouvent orphelins. Ouais. Donc, c'est vraiment de préparer leur relève. Donc, nous, on leur offre de, finalement, les supporter avant même qu'ils pensent à la retraite. Dans le fond, on va vous protéger. Donc, si vous arrive quelque chose, nous, on va s'occuper de vos clients puis on va éviter que vos clients partent en courant à la banque. Ouais. Juste pour la petite histoire, on a un exemple dans notre entourage proche, un homme de 55 ans. Il a fait une crise cardiaque, malheureusement, il est décédé. Et sa clientèle avait une belle valeur, mais sa veuve a eu le tiers de ce qu'elle aurait pu avoir en termes de revente de sa clientèle, parce que là, tous les clients sont partis à courant. Il n'y avait pas de preuve de plan de succession. Fait que c'est un vrai enjeu là, actuellement dans l'industrie. Le podcast vient de prendre une tournure dark, là, soudainement. Là. Mais c'est ça, quand on parle avec des gens qui sont dans l'assurance. Moi, je dis toujours que le courtage hypothécaire, habituellement, c'est de la bonne nouvelle. Ouais, soit qu'on achète une maison, on finance un nouveau projet, même des fois, on sort les gens un petit peu du trouble avec une consolidation de dette. Alors qu'en assurance, des fois, faut simuler des catastrophes là, parce qu'il faut falloir les éviter ou du moins amenuiser l'impact que ça va avoir. Mais c'est pas juste l'assurance, c'est vraiment la succession. Ouais. Donc, puis c'est la prévention de risque. Fait que, tu sais, moi, je parle de ça comme je parle de ça tous les jours. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Puis je sais que des fois, ça rend certaines personnes, tu sais, inconfortables. Mais moi, c'est ma job, je vibre à ça. C'est de faciliter des conversations difficiles entre les gens. Des fois, tabous. Il y a beaucoup de choses tabous. Puis là, le monde se regarde, hey, on n'avait jamais pensé à ça, chérie, hein? Oui, mais regarde, moi, c'est ma job parce que je les vois toutes, les possibilités. Puis une fois que les testaments, tout ça est fait, ben on est plus léger. Ben oui, c'est sûr. Dis-moi, ton client type, là, ton client normal, quand il vient te voir, il vient te voir pourquoi? Est-ce qu'il vient parce qu'il veut saisir une opportunité? Est-ce qu'il vient parce qu'il a réalisé qu'il y avait un problème? C'est quoi le mood d'un client qui va voir un planificateur financier? Bien, c'est sûr qu'on a plusieurs personas, on va dire, qu'on peut desservir. Fait que c'est sûr que je te dirais, le premier acheteur, c'est quelqu'un qu'on peut aider. C'est rendu un peu moins ma clientèle, mais on a des gens dans l'équipe qui s'en occupent. Je dirais notre persona type, c'est quelqu'un qui veut partir à la retraite. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu en retard déjà parce qu'on a tendance à procrastiner. Donc, si on est dépassé 50 ans puis qu'on n'a pas encore commencé à penser à sa retraite, là, à un moment donné, il y a une lumière qui va s'allumer. Hey, mais c'est parce que moi, à un moment donné, je veux ralentir. Fait qu'il y a ça. Puis l'autre persona, c'est vraiment l'entrepreneur qui commence à dire, ben là, j'ai bâti des actifs. Est-ce que je suis protégée? Qui est ma relève? Donc, un peu comme qu'on parlait, le courtier tantôt qui a bâti quelque chose, mais qui veut s'assurer qu'il n'y a pas un pépin qui va arriver qui va tout faire tomber sur le château de cartes. Avant de mourir, la crise cardiaque, idéalement. Exact. Idéalement. OK. Mais là, tantôt, tu me disais, tu sais, j'ai grandi dans la famille d'IA. Oui. Mais je suis pas mal sûr que tu as grandi même avant ça. Puis, bizarrement, je suis sûr que tu as commencé à faire du développement des affaires par la force des choses et que tu as travaillé sur plein de compétences que tu utilises aujourd'hui. Avant ça, puis là, je sais que tu sais de quoi je veux parler, oui. Mais ton background, t'as été aux Olympiques. Fait que moi, ça m'intéresse. Moi, j'aime ça dire que je suis un sportif, là, mais là, autour de la table, présentement, je suis vraiment pas un sportif comparativement à toi. Ouais. Dis-moi un peu, c'est comment, c'était quoi ton quotidien dans le temps? C'est comment aller aux Olympiques? Parle-moi ça un petit peu plus, si tu veux. Oui. Bien, je m'amuse souvent à faire des parallèles entre ma vie d'athlète olympique et ma vie entrepreneuriale, parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre l'Olympien et l'entrepreneur. Quelqu'un qui veut toujours être le meilleur dans son domaine, qui cherche à s'améliorer. Fait que c'est ça le quotidien d'un athlète. Donc, j'ai fait mon sport qui était la nage synchronisée pendant 15 ans. Et si je regarde aujourd'hui, je veux atteindre l'année prochaine mon 15 ans en affaires. Fait que je peux penser que là, je suis rendue à un de mes sommets en affaires, mais c'est difficile de dire que j'ai 5 ans en affaires puis que je vais être l'Olympien de la place. Donc, souvent, ce que je dis, c'est une bouchée à la fois. Fait que j'ai commencé la synchro, j'avais 8 ans.
Donc, j'ai eu 3 ans dans le niveau, on va dire, récréatif. Puis ensuite, là, à 11 ans, j'ai commencé à être dans le réseau compétitif. Donc, tout ce qui est championnat canadien, tout ça, j'ai monté un petit peu les échelons en termes de nombre d'heures d'entraînement également. Ouais, sûrement. Donc, déjà, 11 ans, on s'entraînait 20 heures par semaine. Mais rapidement, quand tu tombes sur l'équipe nationale junior, pour moi, c'était à 15 ans. Là, on s'entraîne 40 heures par semaine. Fait que, aussi, des beaux parallèles que j'ai à faire avec mon sport, c'est qu'il y avait la vie d'athlète, mais la vie d'étudiante aussi. Mm-hmm. Puis ce qu'aujourd'hui je fais, c'est ma vie professionnelle et ma vie de famille. Fait que c'est de toujours pousser ces 2 priorités-là qui sont égales et aussi importantes, mais que tu veux pas favoriser une plus que l'autre. Fait que quand j'étais athlète, je m'entraînais 40 heures semaine. J'ai fait mon cégep en sciences de la nature en 5 ans au lieu de 2. J'allais dans des cours de chimie organique de 18 heures à 22 heures. J'étais très fatiguée. Je retournais m'entraîner le lendemain matin. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps de dévouement de soi à faire, mais aussi c'est rester focus. Parce que j'étais pas la plus talentueuse en nage synchronisé, mais tout le monde me disait, toi, c'est ton brain qui va te rendre jusque-là. Puis je pense que c'est la même chose en affaires. C'est que t'as beau avoir bien du talent, connaître bien du monde, mais si if you don't put in the work, ça débouchera pas. Tu vas rester bon, mais average. Ouais. Fait que y a vraiment quelque chose à propos de la recherche d'excellence. Puis je te dirais que les gens me demandent, puis les Olympiques, comment que c'était? C'est bien, les Olympiques, mais c'est de se rendre aux Jeux olympiques qui est difficile. Fait que, tu sais, nous, c'était vraiment le parcours, puis si je peux parler de la qualification, tu sais, aux Jeux olympiques, ils acceptent juste 8 pays en nage synchronisé. Okay. Versus au championnat du monde, il y a 25 pays, puis c'est une plus grosse compétition même. Mais pour se rendre aux Jeux, ils prennent un pays par continent, donc ça fait 5. Donc, il reste 3 places parce qu'ils en prennent 8. Puis pour se classer pour les Amériques au complet, il fallait arriver première au championnat panaméricain qui était en 2007. Parce que moi, je suis allée aux Jeux en 2008 à Beijing. Puis en 2007, au panaméricain, on est arrivé 2e derrière les Américains. Fait qu'on n'était pas qualifiés. Ouais. Fait qu'il a fallu aller au repêchage. Puis là, ils prenaient juste le top 3 au repêchage. Puis il y avait tous les loups et les requins là, au repêchage. Fait que ça, c'était l'année la plus difficile de ma vie. Côté stress, tu sais, moi, j'ai jamais eu de boutons, mais là, cette année-là, j'avais des boutons. Puis même à titre de représenter le Canada, il faut que tu te qualifies à chaque année là, sur l'équipe. Fait que il y a beaucoup de travail mental. Là. À un moment donné, j'avais une psychologue d'équipe, même une psychologue personnelle. Fait qu'encore aujourd'hui, j'ai une psychologue. C'est d'entretenir son esprit pour être de plus en plus fort. Là. Oui, as-tu une psychologue d'affaires ou une psychologue personnelle? Bien, en fait, j'ai une coach d'affaires puis j'ai une psychologue personnelle. Ouais, donc, je continue à entretenir mes 2 sphères là, qui sont complémentaires et importantes. Mais tantôt, je disais que tu avais comme commencé ton développement d'affaires ou ton développement d'entrepreneur. Souvent, dans le sport, moi, je dis toujours, j'ai un bac en finance puis j'ai une maîtrise en gestion et je dis que j'ai appris 80% de ce que j'utilise, je l'ai appris dans le sport et 20% à l'école. Ces efforts-là, cette discipline-là, la constance. Donc, je suis fatigué, mais je me relève le lendemain pour que je retourne m'entraîner encore. C'est toutes des choses on n'apprend pas ça à l'école. Là, exact. Fait que c'est sûr, j'ai beaucoup de choses que j'ai appris dans le sport. Les choses que j'apprends dans l'entrepreneuriat que j'ai pas pu apprendre dans le sport, c'est de déléguer. Ouais. Parce que comme athlète, t'as pas le choix, tu peux pas déléguer ton alimentation, tu peux pas fait que j'étais beaucoup habituée d'avoir le contrôle sur moi. Et aujourd'hui, comme entrepreneur, j'apprends à un peu lâcher prise dans certaines sphères pour déléguer parce que la croissance n'est pas possible quand on est tout seul. Fait que là, je suis dans ça là, en ce moment, vraiment d'apprendre à faire confiance davantage parce que sinon les heures sont manquantes. Là. Ah, puis ça, je l'ai vu beaucoup avec d'autres athlètes qui ont été de semi-haut niveau. Là, encore là, il y a toujours un haut niveau différent. Là. Ouais. Mais qui ont joué universitaire, puis là, tu es habitué à travailler. Il faut que tu travailles, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu travailles sur ton sport. Ouais. Puis là, ils deviennent dans le monde de l'emploi. Puis, tu sais, il y en a qui sont professeurs ou qui vont travailler dans des grandes compagnies. Puis ils se retrouvent à être comme... Je suis habitué de toujours être en train de me défoncer. Là. Puis là, c'est plus le même, ça marche. Là. Fait que c'est un peu difficile. Dans l'entrepreneuriat, on peut encore le faire, ça, se défoncer, jusqu'à l'épuisement d'ailleurs. Mais d'aller se trouver une équipe, puis d'aller s'entourer, puis je pense que c'est la clé pour garder
un équilibre puis un esprit sain. Puis pour grandir aussi, parce que le nombre de clients que je peux faire moi-même est limité. Fait que, oui, l'apprentissage de la délégation, je l'apprends encore. Ça va venir, ça va venir. Ouais, des fois, ça rentre à la dure, mais ça va venir. Dis-moi, on va parler de la Manœuvre Smith un tout petit peu parce que tu es certifié à la Manœuvre Smith. Absolument. J'oublie toujours le chiffre. Là. Je sais qu'il y a 100 il va y avoir, du moins, c'est maxé à 100 professionnels de la Manœuvre Smith au Québec. Là, je ne sais plus combien il y en a dans le courtage hypothécaire, combien il y en a dans le conseil financier. Il y en a moins dans le conseil financier, si je me trompe pas, en effet. Donc, dis-moi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimes de cette stratégie-là? Oui, bien, en premier, j'aimerais dire que moi, je recherche toujours les nouvelles astuces pour mes clients parce que ma job de planif, si je vaux les dollars qui me sont rémunérés, il faut que je leur amène des choses qu'ils ne connaissent pas. Puis j'ai au moins là, une vingtaine de trucs par personne que je suis fière de pouvoir ramener à une rencontre. Et quand j'ai appris à propos de la Manœuvre Smith il y a à peu près 2 ans, je suis tombée en bas de ma chaise parce que je connaissais pas ça. Je connaissais le prêt pour investissement, je connaissais la MAPA, la mise à part de l'argent, mais la Manœuvre Smith, honnêtement, c'est comme si je me suis dit comment ça que je connaissais pas ça. Donc là, j'ai lu le livre pendant que j'étais en vacances, en moins d'1 semaine. Et là, j'avais de la misère à dormir parce que je pensais à tous les clients que j'allais présenter ça à mon retour. Fait que ça a vraiment été un aha moment pour moi. La Manœuvre Smith, je vois ça comme dans le cadre de la planification financière. C'est juste une corde à mon arc, évidemment, mais c'est une corde qui pique beaucoup l'intérêt parce que les gens ne connaissent pas ça. Et c'est une stratégie de gestion de la dette. Donc, c'est vraiment une stratégie de gestion de la dette que les gens, ils se demandent comment faire pour payer mon hypothèque plus vite, comment faire pour payer moins d'impôts. Et c'est une solution qui règle beaucoup, beaucoup de ces choses-là. Maintenant, on le sait, la Manœuvre Smith, ça prend une accréditation pour bien l'expliquer. Donc, il y a beaucoup de nuances. Et je pense pas qu'on va être capable de tout expliquer ça aujourd'hui, là, mais l'idée, c'est que vous avez besoin d'un coaching parce que si vous pensez que vous savez c'est quoi, vous avez tout faux. C'est ça que je veux dire, puis ce n'est pas la MAPA. Il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que c'est la MAPA? Les conseils me disent, c'est la MAPA. Les comptables aussi, et ça ne l'est pas. Donc, je pense que les gens ont tout intérêt justement à venir chercher là, les conseils de quelqu'un qui est accrédité. J'en ai beaucoup de clients, moi, qui vont me demander de l'aide pour faire l'hypothèque, pour être bien préparé pour la Manœuvre Smith. Puis après, on dit, non, j'ai pas besoin de conseiller financier, je vais faire mes placements moi-même. Et là, plus qu'ils me posent de questions, puis plus qu'ils m'expliquent pourquoi ils veulent faire eux-mêmes, puis plus je suis comme, toi, faut pas que tu le fasses toi-même. Tout ce que tu me dis là, c'est pas tout faux, mais c'est toujours juste assez erroné pour que tu s'attires des problèmes potentiellement avec les impôts. Là. Fait ce qu'on veut vraiment éviter, évidemment, avec ça, le but, c'est d'en payer moins puis d'utiliser ces gains-là pour payer l'hypothèque plus rapidement. Donc, on veut pas faire ça. Mais oui, fait que moi, c'est certain que quand quelqu'un... J'en ai eu ça. Évidemment, tu mets une vidéo sur YouTube sur la Manœuvre Smith, tu te mets à recevoir des appels, puis j'en ai des gens qui me disent « Allô, ouais, je voudrais savoir comment faire la Manœuvre Smith. Moi, je veux le faire par moi-même, puis j'embarque pas. » Moi, je vais pas de l'avant à ce moment-là parce que, la responsabilité va me retomber dessus à moi comme professionnel. Et je ne suis pas, je veux dire, avec les professionnels de la Manœuvre Smith, on en parle beaucoup. Fait, je pense que j'en connais une couple de trucs là, de conseils financiers, puis dans quoi investir, puis tout ça. Ouais. Mais moi, je m'embarque pas dans cette discussion-là parce que c'est pas mon rôle. J'ai pas le permis pour. Je peux pas faire de conseils financiers. Fait que c'est sûr que moi, je force. Ouais, je force pas vraiment. Non, je force. Ouais, t'incites fortement. Ouais, exactement. Mais si je peux prendre la balle au bon, tu sais, toi et moi, on est complémentaires, donc on est chaque côté de la manœuvre. Donc toi, tu fais l'instauration de la structure, puis moi, je prends la balle pour la partie investissement, puis on va dire planif après. Puis ce que je pense, c'est que en fait, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, qu'il y a un client qui vient me voir, qui dit « J'ai fait ma structure avec un conseiller de la banque, je veux que tu fasses la manœuvre. » Puis moi aussi, j'ai refusé, là, clairement. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens qui sont informés de la manœuvre, qui sont habitués de fouiller de l'information par eux-mêmes. Donc, souvent, les leads que je reçois, c'est des gens qui, sur Questrade, sur Wealthsimple, qui gèrent eux-mêmes leur placement. Et là, ils veulent aussi le faire eux-mêmes. Donc là, j'ai 2 choix. Soit que je te charge des conseils ou soit que tu me fais confiance pour justement faire cette partie-là. Donc, c'est pour ça qu'être planificateur, ça me donne cette versatilité-là de ne pas vouloir, on va dire, vendre mes services gratuitement aussi parce que les gens vont vouloir siphonner beaucoup, beaucoup de tes conseils. Hein, tu sais comment que c'est. Donc, je pense que ça a quand même une valeur de amener le client de A à Z pour sa planif avec la manœuvre. Ben
Dis-moi, on est en 2026, qui vient juste de commencer. Je dis ça avec le sourire parce qu'on n'est pas en 2026, on est en 2025, mais ça va sortir en 2026. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense aux tarifs qui sont encore là, l'inflation qui n'est pas vraiment sous contrôle. Qu'est-ce que le commun des mortels, là, quelqu'un qui regarde ça et qui dit « OK, l'économie, ça s'en va dans quelle direction? » Fait que je te fais une petite passe économique. Là. Qu'est-ce que les gens devraient regarder? Qu'est-ce qui est important dans l'économie actuellement qui va avoir un impact sur leur bas de laine de retraite? Encore et toujours, nous, on revient avec l'horizon de placement. OK? Parce que j'ai des clients dans la dernière année. On sait qu'en avril 2025, il y a eu un fort recul quand même des marchés en 2 jours. Là, le 7-8 avril. Dans ce temps-là, c'est vraiment là que les clients nous appellent, ceux qui sont nerveux. Donc, c'est là qu'on connaît nos clients. Et le but, c'est toujours de regarder votre horizon de placement. Donc, si on investit pour la retraite, honnêtement, de faire un move stratégique sur le timing, c'est impossible. Donc, quand on parle de timer le marché, là, c'est très dangereux parce qu'on parle de timer le marché à l'entrée et à la sortie. Et les deux comme ça, là, il y a bonne chance que tu te trompes au moins une fois sur 2 si c'est pas les deux. Donc, ce que je dirais pour les gens, c'est quand l'horizon est de 2 ans et moins, c'est là qu'il faut être vraiment plus prudent. Donc, si ton objectif, c'est d'acheter ta maison en juillet 2026, probablement que tu devrais même pas être investi dans les marchés parce que d'essayer de faire un petit coup rapide d'argent puis que tu perds ta mise de fonds. Donc, pour les gens qui sont investis à long terme, j'ai vraiment pas de souci. C'est sûr que l'inflation, il faut la surveiller. Tu sais, tes courtiers hypothécaires, des clients qui te demandent selon toi quel côté ça s'en va les taux, si je continue-tu avec mon taux variable, etc. C'est sûr que si on entend que l'inflation se remet à remonter, ben la Banque du Canada va remonter les taux. Mais là, on est en tendance à la baisse actuellement. Ça a fait du bien à beaucoup de personnes. Donc, ils ne vont pas commencer à jouer à la girouette de monter et descendre. Donc, on est dans une tendance à la baisse. Mais si on voit que l'inflation remonte, ils vont remonter les taux. Puis, qu'est-ce qui pourrait faire que l'inflation remonte? C'est les tarifs. Là, je vois que Trump perd un petit peu sa base, etc. Est-ce que ça va influencer? Moi, ce que je sais, c'est que quand je vais aux États-Unis récemment, là, je suis allée en croisière, puis les Américains, il y en a qui sont gênés de leur président. Quel côté ça va aller, c'est tellement difficile à prédire, puis c'est le grand dilemme de Donald Trump, c'est qu'il est imprévisible. Ouais. Donc, est-ce qu'il va décider pour les élections de mi-mandat de se remettre tout le monde de son côté, d'être plus gentil? C'est très difficile à prévoir, mais je dis que pour le long terme, restez investi. C'est mon conseil. Mais je pense que c'est toujours un bon conseil je voyais là, tout récemment une story quelque part là, qui disait que si tu as été investi pendant 20 ans, mais que tu as juste manqué les 10 meilleures journées, là, comme ton revenu, ton gain baisse de moitié. Là. Fait, le but, c'est d'être investi. Évidemment, il y a des situations particulières. Je ne fais pas un conseil financier, parce que comme tu l'as bien mentionné, là, si tu veux acheter en juillet, aller gagner un petit 0,3% de plus, tu n'en as peut-être pas besoin pour risquer de possiblement avoir une grosse perte. C'est la même chose. Puis tu parles de timer le marché, puis je trouve ça intéressant parce que dans le courtage hypothécaire, des fois aussi, les gens essayent de faire ça, de dire je vais refinancer maintenant ou je vais attendre pour refinancer parce que les taux vont baisser, vont monter. Puis personne n'a de boule de cristal. Là. Fait que on a beau penser, tu vois, tu dis on est dans des pressions ou une tendance à la baisse. Moi, j'aurais tendance à dire que la pression à la baisse, elle est comme terminée. Puis on est rendu sur une espèce de... Moi, j'appelle ça dans le fond d'une cuillère. Fait qu'on va être dans 2026, j'ai l'impression que ça va rester pas mal à où est-ce qu'on en est présentement, puis il va y avoir une remontée. Là, je viens de me mouiller. Moi, j'essaie toujours de ne pas me mouiller dans la vie là-dessus. Mais si jamais vous me ferez jouer cet épisode de podcast-là quand les taux vont avoir baissé encore. Mais bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Exact. Puis les boules de cristal de tout le monde, même... les économistes, tout le monde, ils sont très embrouillés, là, ces boules de cristal. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est dur de... C'est dur. Puis, c'est pour ça que je ramène le point que laissez vos finances à un professionnel. Parce que si je gère moi-même mes finances sur Disnat ou Wealthsimple, qu'est-ce qui arrive là? Là, les émotions y embarquent. Qu'est-ce que je devrais faire là? Puis là, tu sais, je suis pas économiste, je suis pas formée. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre des mauvaises décisions. Puis ce que tu disais tantôt, rater les 10 meilleures journées, là, ben, guess what? Le rebond, là, il arrive toujours quand tu t'en attends pas. Ouais. Tu vas le manquer, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, nous, on travaille avec des gestionnaires que eux, c'est juste ça leur job. Ils ont une équipe partout dans le monde qui regarde ce qui s'est passé au Japon pendant que tu dormais. Puis leur job, c'est de justement avoir toutes sortes de micros d'antennes pour faire des mouvements sur les tendances, mais c'est jamais des mouvements brusques. Non. Fait que là, si toi, tu es un investisseur amateur, tu gères tes finances toi-même, puis que là, tu deviens émotif, tu pèses sur le piton, bien, dans notre cas, si tu es émotif, tu dois m'appeler.
Et là, moi, ma job, c'est faire des fois le psychologue financier. Fait que c'est ça l'atout d'avoir un conseiller, c'est que là, oui, c'est vrai, là, je suis un peu dans mes émotions, je vais me calmer là-dessus. Peut-être qu'on va faire un petit chiffre, mais ça va être un chiffre mineur, donc jamais de mouvement brusque. Non, c'est clair. Puis des fois, je le vois, ça, c'est pas tant dans la stratégie que le conseiller financier ou le planificateur financier. Ben oui, mais des fois, c'est pas juste dans la stratégie qu'il y a un gain. Des fois, c'est juste dans amenuiser, adoucir les courbes d'émotions. Là. Exact. Puis souvent, j'aime ça dire que je suis comme un coach avec mes clients. Donc moi, comme athlète, j'ai eu un coach. Je me suis pas rendue aux Olympiques toute seule, mais comme client, comme on va dire, particulier de te rendre seul à ta retraite, c'est plus compliqué, là, parce que tu vas manquer de motivation à un moment donné. Fait que là, le coach, il te garde motivé, il te garde aligné, il te garde focus. Puis on rencontre aussi des clients qui ont fait beaucoup de choses par eux-mêmes. Puis là, ils arrivent à 10 ans de la retraite, puis là, ils disent, OK, là, je suis dépassé. Là, je sais pas exactement où je m'en vais. Et là, ils vont vraiment mettre carte sur table pour dire, OK, là, je me suis rendu là, mais là, j'ai besoin d'aide. Des fois, il y a le manque de temps aussi, c'est professionnellement. Je me des fois, quelqu'un qui a 30 ans, pas d'enfant, un job avec des responsabilités moyennes, a peut-être le temps de mettre du temps pour investir et faire ses recherches, ses choses, études. Mais là, ajoute une job qui est plus demandante, ajoute les enfants, ajoute des fois les parents dont il faut s'occuper. Moins de temps là, pour bien faire les choses. Exactement. Puis, tu sais, si j'ai moins de temps, puis en plus, je suis pas super connaissant, ça devient compliqué. Oui, c'est ça. On est en train de parler des gens qui s'en vont à la retraite, mais je pose cette question-là à tous mes podcasts, mon Kids Corner. Oui. Je sais que tu as une petite fille de 4 ans, une fille de 4 ans, pas une petite fille, mais évidemment, c'est pas ta petite fille. Oui, c'est ça. Je suis très intéressé par la prochaine génération. Ça va être quoi, eux, leur relation aux finances personnelles, à l'argent? Comment ils font leur apprentissage par rapport à ça? T'as-tu une anecdote à me conter sur comment est-ce que ta fille ou n'importe quel jeune gère ou découvre l'argent? Oui, bien, c'est sûr que la génération Z, on va dire, ont beaucoup d'informations sur l'Internet et s'informent plus par eux-mêmes. Okay? Et c'est eux qui ont tendance à faire sur World Simple et tout ça. Fait que, oui, ils sont plus curieux. L'argent, pour eux, c'est un peu moins tabou que les anciennes générations où il y avait peut-être un peu la culpabilité du judéo-chrétien par rapport à l'argent. Donc ça, c'est moins présent chez les jeunes. Mais par contre, ils pensent qu'ils peuvent faire tout eux-mêmes. Donc, je pense que c'est le rôle des parents. En tout cas, ça, c'est ça que je fais avec mes clients. C'est je leur dis, fais-moi rencontrer ton jeune quand il a 18 ans, parce qu'il y a plein de possibilités. Là. C'est pas juste de voter à 18 ans, c'est là, il y a le CELIA, puis il y a le CELI. Fais-moi rencontrer, je vais lui donner une ligne droite, puis après ça, il va être capable de courir un petit peu plus par lui-même, parce que dès qu'ils sont jeunes, il faut essayer qu'ils prennent pas le mauvais pli, mettons. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai fait à mes clients. Par rapport à ma fille, ben là, ce que j'essaie de faire, c'est qu'à la maison, l'argent soit une discussion aussi simple que le sport ou la météo. Donc, c'est de rendre ce rapport-là sain avec l'argent parce que c'est beaucoup les parents qui transmettons nos croyances face à l'argent. Puis, si on rend ça quelque chose de normal puis que c'est discuté autour de la table, il y a des bonnes chances que pour elle, ce soit pas tabou. Donc, si jamais vous êtes parent puis que pour vous, c'est tabou l'argent, ben d'essayer de rendre ça moins tabou pour vous avant pour pas transmettre cette croyance-là à votre enfant. Puis, ben, comme n'importe quel ado, des fois, quand le conseil vient de quelqu'un d'autre que le parent, évidemment, des fois, ça passe plus smooth. Fait que de peut-être pas juste vous limiter à vos conseils à vous, mais d'aller chercher de l'aide là, de soit votre conseiller actuel ou un conseiller externe. J'ai vu récemment une recherche là, qui disait que d'en parler, juste parler d'argent, ça va être con, là, mais c'est peut-être une corrélation un peu boiteuse, mais que les gens qui sont capables de parler d'argent avec leurs amis sont plus riches. Oui. Fait que là, peut-être que c'est parce que les riches parlent plus d'argent, parce qu'ils en ont, mais bref, en parlant, on va apprendre des trucs des autres, absolument, on va apprendre des erreurs des autres, puis je pense que c'est la même chose avec nos enfants aussi. Donc, si on leur en parle jamais, si on leur explique pas c'est quoi un REE, c'est quoi un RER, ils vont jamais apprendre, ils vont apprendre ça sur le tard, des fois trop tard. La Madame Smith, là, moi j'ai appris ça à 40 ans, là. Fait que j'aurais peut-être pu le faire plus tôt. Fait que c'est toutes des stratégies comme ça. Exact. Puis je ferais peut-être aussi un parallèle entre
la relation des hommes et des femmes avec l'argent qui est différente. Fait que si on regarde, par exemple, l'ancien Code civil, qui était le Code civil du Bas-Canada, ça fait pas si longtemps que ça que la femme a le droit de gérer ses propres finances. Fait que les hommes, entre eux, les hommes d'affaires, ça fait belle lurette qu'ils discutent d'argent entre eux. Puis d'habitude, quand les gars parlent d'argent entre eux, c'est moins tabou. Fait que j'ai un groupe de femmes de réseautage qu'il y a une femme là-dedans qui a réseaute avec des gars. Puis elle dit, dans ce groupe-là, ça parle d'argent, ça se donne des conseils. Puis les femmes, ben on parle plus de nos sujets de ressources humaines. Ouais. Puis, fait que moi, c'est une de mes missions, c'est justement de un peu rendre ça moins tabou avec les femmes, puis que ça devienne plus habituel de parler d'argent, moins complexant et tout ça, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, quand on en parle, on apprend des trucs. Absolument. Puis là, hey, elle aussi est comme ça, j'ai pas besoin d'avoir honte de ça ou de me sentir mal ou coupable de ça, parce que tout le monde est pareil. Fait qu'en force d'en parler, on s'élève. Absolument. Puis c'est ça, je le vois, moi, avec les clients qui viennent nous rencontrer. Là, des fois, il y a juste un des deux qui est présent dans les rencontres. Oui. Des fois, il y en a un qui est là, qui est un peu figurant, mais au moins, il est là, puis il entend, puis il apprend. Puis je veux pas dire que c'est toujours la femme qui est en retrait. Là. Des fois, c'est l'homme aussi, puis c'est la femme qui lead. Là. Il y a les deux. Mais je trouve les couples que je trouve fantastiques, c'est les deux ont des questions, les deux me challenge, les deux, j'ai pas tout à fait compris, je peux-tu te reposer une question là-dessus, Pierre-Alain? Puis je trouve que ça, comme tu l'as dit, ça l'élève la discussion, ça m'élève moi. Je suis meilleur grâce au fait qu'il y a deux personnes qui vont poser des questions qui ont des angles un petit peu différents. Oui, il va peut-être avoir plus des motifs d'incertitude d'un côté, plus de fichiers Excel de l'autre, ou quelque chose comme ça, mais ça fait que la rencontre avec moi est vraiment plus pertinente. C'est sûr, quand les deux parties, deux conjoints sont investis, il y a plus d'efforts puis de vitesse à la locomotive là, que s'il y en a juste un qui tire, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont moins d'intérêt, mais je pense que de s'intéresser à son argent, c'est un must. Là. C'est de ne pas confier la gestion de son argent à quelqu'un d'autre, que ce soit homme ou femme, c'est hyper important. J'ai envie qu'on finisse avec ça. Ève Lamoureux qui dit... tout le monde, s'intéresser à son argent, ça devrait être un must, même si on n'a pas vraiment d'intérêt. Exact. Je trouve ça bien. Merci beaucoup, Ève, planificatrice financière chez Apoggia, cabinet financier. Je te remercie d'être venue et on se reparle bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup à Ève Lamoureux. Si vous voulez contacter Ève, ses coordonnées vont être dans les show notes. Merci à notre tout nouveau commanditaire B-Fast Café. Merci à vous, chers auditeurs. Si vous avez des commentaires que vous voulez laisser, des likes, c'est toujours apprécié, évidemment. Et si vous voulez partager, c'est encore mieux. Finalement, la semaine prochaine, on a un autre très fascinant invité, Maxime Stencer. Vous allez voir, vous ne voulez pas manquer cet épisode-là. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.